C'est un policier à cheval qui a fait la macabre découverte en début d'après-midi. Les cadavres ont été découpés avec une précision remarquable. On peut parler de serial killer ? Dans la mesure où il y en a 3 et que ce sont 3 qui s'étendent dans le temps, on peut parler de serial killer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un chien ni un chat. Il y a certaines histoires qui sont difficiles à raconter, car les mots qu'il faut employer puisent dans le registre de l'horreur. Ce qu'il s'est passé dans la région de Mons au mois de mars et avril 1997 peine à être décrit. Cette année-là, l'affaire du dépeceur de Mons a glacé la Belgique, alors qu'elle tremblait encore sous l'onde de choc de l'affaire du trou. 5 femmes au moins ont été sauvagement tuées et dépecées, leurs membres déposés dans des sacs poubelles puis jetés à la rue. 27 ans plus tard, la justice ignore qui a tué ces femmes. L'affaire sera prescrite dans 3 ans. La première, l'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire continue. Nous évoquons donc cette semaine l'histoire de ce tueur en série qui a assassiné 5 femmes dans la région de Mons. Leurs corps ont été retrouvés en 1997 et 1998. 5 femmes, Carmelina Rousseau, Martine Beaune, Jacqueline Leclerc, Nathalie Godard et Begonia Valencia. Alors, c'est une des grandes affaires non résolues de notre pays. Il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, sur l'enquête, sur les suspects, sur les moyens qui ont été alloués à cette affaire. Un drame qui survient juste après l'affaire du trou, alors que la Belgique et la justice et la police sont en pleine crise, en crise de confiance. Pour en parler avec nous, 2 journalistes qui ont beaucoup travaillé sur cette affaire. Alors, il y a Frédéric Lor, bonjour. Bonjour. Frédéric Lor, journaliste indépendant en charge de l'investigation pour le groupe IPM. Comment est-ce que vous êtes rentré dans cette affaire ? Alors, à l'époque, moi, je suis jeune journaliste. Je débute dans le métier au bureau de La Dernière Heure à Mons. Oui. Et cette affaire survient. Et étant en première ligne, je la couvre avec des collègues pour la rédaction nationale, puisque l'affaire devient vite nationale et internationale. Et donc évidemment, ça a une résonance particulière pour moi, aussi parce que je suis originaire de Mons-Borinage et que d'une certaine manière, ça se passe dans mon jardin, même si, bien évidemment, je ne connais aucun des protagonistes de l'affaire. Avec nous également Sylvie Chevalier, journaliste à la RTBF. Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé un documentaire, La mécanique du crime, 5 femmes jetées en pâture. Pour vous, pourquoi est-ce que cette histoire est un phénomène, un fait divers hors norme? Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette affaire? Alors précisément, c'est une affaire, vous l'avez dit, non élucidée. C'est une des plus grosses affaires de tueurs en série. C'est la première fois en Belgique qu'on parlait de tueurs en série, de serial killer. Et aussi parce qu'il y a un enjeu sociétal important encore aujourd'hui. Il s'agit de 5 femmes assassinées, 5 féminicides, et ça, bien sûr, ça résonne de manière particulière aujourd'hui. Alors, avant de démarrer ce récit, nous voulions saluer la mémoire de notre collègue Guylaine Bonaventure, chroniqueuse judiciaire à la rédaction de Mons. Elle avait suivi cette affaire avec une grande attention. Et vous entendrez d'ailleurs plusieurs fois sa voix dans nos archives. On s'y replonge d'ailleurs tout de suite. Samedi 22 mars 1997. En cet après-midi gris, le long du rail de sécurité qui borde la rue Van der Velde à Quem, l'herbe et les arbustes commencent à verdir. En contrebas, dans le talus qui descend vers les rails du train, des dizaines de gilets orange fluo barrés du mot police s'agitent dans les taillis et les hautes herbes. Les visages soucieux fouillent, cherchent, talkie-walkie à la main. Dans le virage que prend la rue Van der Velde pour passer au-dessus du chemin de fer, on peut voir de loin les fourgonnettes noires, les impairs des magistrats, dossiers sous le bras, les uniformes des policiers, brassards à l'épaule. Plus tôt dans la matinée, le chef de la police équestre patrouillait à cheval, quand son attention a été attirée par des sacs poubelles en contrebas de la route.
C'est un policier à cheval qui a fait la macabre découverte en début d'après-midi. 8 sacs poubelles avaient été jetés dans un fossé à la rue Van der Veld à Quem, à proximité du pont du chemin de fer. Ces sacs contenaient uniquement les membres de 3 cadavres, probablement 3 femmes. Leurs morts remonteraient respectivement à 2 ans, 1 an et 1 semaine, sauf si ce dernier corps a été congelé, ce qui est possible selon le médecin légiste. Certains de ces sacs poubelles sont marqués Knock Est, d'autres proviennent du Deleuze. Élément troublant, les enquêteurs ont trouvé les mots « la mort » inscrits en collant rouge à proximité des sacs. À la conférence de presse du parquet, les journalistes sont tellement nombreux qu'ils sont agglutinés au bord du grand bureau sombre du procureur du roi, Pierre Honoré. En costume à petits carreaux, il dit aux journalistes « Vous allez regretter d'être venus ». Sur son bureau, il y a des dossiers partout, l'énorme écran d'un ordinateur, les micros posés sur la table, les flashs des appareils photo. Le procureur prend la parole. Les détails sont sordides. Les cadavres ont été découpés avec une précision remarquable. Manifestement, à la scie, qui, d'après nos premières informations, ne serait pas circulaire, mais une scie horizontale. Au moins 2 de ces sacs étaient là avant la fin de l'hiver, compte tenu de la qualité de l'herbe, de la végétation qui se trouve en dessous. Les sacs contiennent les corps sauvagement mutilés de 3 femmes. De qui s'agit-il? Personne ne le sait. Déjà une idée des victimes, de l'identité des victimes? Pas du tout. Pas du tout. C'est impossible. Avec ce que nous avons là, il est impossible d'avoir une idée comme ça. Mais les recherches se tournent sur toute la Belgique, tout azimut. Toute la région est sous le choc. En ce mois de mars 1997, la secousse de l'affaire Dutroux fait encore trembler la Belgique. Les forces de police sont fébriles, la population traumatisée. Pourtant, l'horreur monte d'un cran 2 jours plus tard, le 24 mars. À quelques pas de la cité administrative de Mons, le long d'une rue nommée Chemin de l'Inquiétude, un nouveau sac est trouvé. Le parquet et le procureur du roi descendent immédiatement sur les lieux. On a découvert un seul sac. C'est un double sac ficelé. Et les médecins légistes l'ont fait embarquer pour être autopsié ou examiné. Il ne sera pas autopsié, examiné avant d'être envoyé comme les autres à Liège. L'endroit a été choisi en raison de... L'endroit est vraiment à proximité de la route et l'on peut dire qu'il a été déposé récemment. Donc je ne sais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un chien ni un chat et que c'est un gros morceau. Le mystère s'épaissit. La presse suit l'affaire heure par heure. S'agit-il d'une 4e victime? Ce sont les restes d'une femme, encore, dont, à nouveau, on ne connaît rien de l'identité. Alors, dans ces meurtres pour lesquels il n'y a pas de scène de crime, les journalistes tentent de mettre des mots sur l'acte, d'envisager les ressorts qui peuvent pousser quelqu'un à commettre des crimes d'une telle horreur. Pour tenter de comprendre, on fait appel à des psychiatres, comme Xavier Bongartz. Enfin, ce qui est le plus étrange dans cette découverte, c'est le fait que les corps ne sont pas tous de la même date de mort. Donc manifestement, c'est quelqu'un qui a recommencé à plusieurs reprises. Et dans ce contexte, on peut également se dire qu'il peut recommencer. La seule question qui reste posée, c'est pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, on retrouve 3 morceaux de cadavres et pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué à cacher ses corps ou ces morceaux de cadavres, puisque depuis 2 ans, apparemment, il est parvenu à le faire. Et donc, tout d'un coup, il est à un point de rupture, au point de devoir les laisser quelque part, qui sont quand même un endroit assez découvert et assez facilement fréquentable. Donc, c'est quelqu'un qui doit être quand même en rupture de mécanisme de fonctionnement. Est-ce qu'on peut parler de serial killer? Dans la mesure où il y en a 3 et que ce sont 3 qui s'étendent dans le temps, on peut parler de serial killer. Tueur en série. C'est peut-être à l'évocation de ce terme que l'affaire prend toute son ampleur. Le procureur du roi prend lui aussi
toute la mesure de l'affaire. Mais pour vous, on est bien face à un tueur en série parce que la découpe des corps est identique et apparemment les sacs auraient été posés par une seule et même personne. Oui, la découpe est identique, les similitudes sont relativement flagrantes. Nous pouvons, avec une presque certitude, dire qu'il s'agit du même auteur. Alors, de par la nature de ce fait divers et son importance, 4 cadavres jusqu'à présent, on peut parler de première? Oui, hélas, oui. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on retrouve un pareil dépôt de corps mutilés, coupés en Belgique, oui. La justice ne cherche donc qu'une seule personne, un seul tueur. Un homme est un moment soupçonné en Flandre, mais la piste des sacs poubelles floqués Knokke-Heist est rapidement abandonnée. Il s'agit d'un lot qui a bien été vendu dans la région de Mons. Les jours passent, aucune victime n'est identifiée et il n'y a toujours pas de suspect. Le 12 avril, 2 semaines après la première découverte. Bonjour à tous. À Avray, près de Mons, 2 sacs poubelles contenant des restes humains ont été découverts hier. Les morceaux de corps sont donc à présent à l'Institut médico-légal de Liège pour y être examinés. Les sacs ont été découverts le long d'une rivière qui s'appelle la Haine. Avray n'est pas si loin du centre-ville de Mons. Confirmation de l'horreur ce matin par le parquet, c'est bien 2 sacs poubelles contenant des restes humains qui ont été découverts hier à Avray. Le premier sac contenait un pied et l'avant-jambe, c'est-à-dire la partie située entre le genou et le dessus de la cheville. Le deuxième sac contenait une tête. Il s'agit d'une tête de femme. Nous ne pouvons pas identifier cette personne, compte tenu d'une part de l'état de putréfaction et du fait qu'elle ne correspond pas, à première vue, aux photos que nous avons dans notre documentation. Dans les rues de Avray, l'inquiétude est immense. Une 50aine de policiers quadrillent les alentours. Chacun craint d'avoir vu quelque chose. Ça fait plusieurs fois qu'on voit des gens qui jettent des sacs poubelles. Alors, il y a d'ici 2-3 jours, mon mari dort là dans la caravane, comme il était venu voler. Il y a une camionnette qui est venue vers 11h moins 10 le soir. Et mon mari a écouté ce qui ne dort pas convenablement. Il a regardé par le rideau et on a vu une camionnette blanche arriver. Et alors, le type, comme il a vu mon mari qui allumait le phare, il s'est mis à courir et la camionnette, elle est partie assez vite aussi. Et mon gamin avait été fouillé, il avait vu. Alors, on avait vu une valise avec la photo d'un homme, des documents de la régie des téléphones. Alors, il y avait une sacoche avec un porte-monnaie, des bijoux de femme aussi. On a tout remis à la police aussi. Les enquêteurs vont d'impasse en fausse piste. Les suppositions font place aux conjectures, notamment sur les noms de rues, ces endroits où les sacs ont été trouvés, alors qu'apparaît l'usage de ce nom pour dire l'innommable, le dépeceur de Mons. De toute évidence, le dépeceur semble avoir imaginé un jeu de pistes sordide. Les enquêteurs ont la certitude que tous les sacs n'ont pas été déposés le même jour au cours d'une seule randonnée infernale. La presse a relevé des indices troublants comme ces noms de lieux qui peuvent avoir une charge symbolique. Le chemin de l'inquiétude, la haine, le chemin du dépôt et la rue de Saint-Symphorien qui porte le nom d'un martyr décapité. En vérité, les enquêteurs ont bien une piste, une option plutôt. Ils ont demandé à un portraitiste de la police de dessiner le visage de la personne dont les restes ont été découverts à Avray. Le portrait robot, tracé au crayon sur une feuille blanche, montre le visage d'une femme. Les yeux fermés, surmontés de fins sourcils, des cheveux courts encadrent son visage. Le portrait est publié dans la presse. C'est la mère de la jeune femme qui va reconnaître le portrait. Son nom, Nathalie Godard. La jeune mère de 22 ans avait disparu quelques semaines plus tôt. Elle est connue dans le quartier de la Gare. C'est une habituée d'un bar qu'on appelle le Phare. Nanou, la patronne, l'a connue ces dernières années. Elle venait seule à l'époque? Elle venait avec sa copine. Elle s'est mariée? Elle s'est mariée, elle m'avait même dit qu'elle ne s'entendait pas avec ses parents et c'est pour ça qu'elle s'était mariée. Elle a eu un enfant. Elle vous parlait de son couple? Non. Je crois qu'elle ne s'entendait pas avec son mari. C'est pour ça qu'elle l'a quitté assez tôt. Je
crois même qu'elle a quitté, qu'elle était encore enceinte. Je ne me rappelle plus. Puis tout d'un coup, elle s'était mise à boire. À boire beaucoup? Oui, boire beaucoup. Elle buvait beaucoup. Jusqu'à la fin. Jusqu'à sa fin. Elle était toujours avec sa petite fille à ce moment-là? Oui, je l'ai aperçue plusieurs fois avec sa petite fille. Je me rappelle où elle était vraiment quelquefois ivre-morte. Et quelquefois, j'ai voulu l'aider à plusieurs reprises. Elle a toujours refusé. Dans le quartier de la Gare, entre les vitrines des prostituées et les bars qui ouvrent jusqu'au petit matin, les femmes sont inquiètes. Pour mon code à moi, j'y pense beaucoup parce que où on a retrouvé les corps la première fois à Coëm, j'habite pas loin et je vis seule. Et je vous dis que quand on entend que dans sa propre ville on retrouve des cadavres, moi je vis seule depuis ce jour-là. J'ai une très peur. Franchement, j'ai beaucoup peur de rentrer tout seul chez moi. Depuis qu'on a retrouvé les corps à Coëm, je ne dors plus chez moi, je dors chez mes parents. Parce que alors je pense trop et j'arrive pas à dormir et ça me chagrine et ça tourne. Et... En tout cas, tant qu'on n'aura pas retrouvé le meurtrier de Nathalie, ça fait sûr, c'est que je rentre tout seul à la maison dormir, je vais plus. Au fil des semaines, l'identité des autres victimes va apparaître, notamment celle de Jacqueline Leclerc. Elle avait disparu le 22 décembre 1996. Elle aussi fréquentait le quartier de la Gare, comme l'expliquait sa sœur, Georgette. Oui, ma petite sœur fréquentait la gare de Mons parce qu'elle... en fait, on l'y a invitée à prendre un verre, des collègues de travail. Elle y allait aussi pour manger des hamburgers parce qu'il y a un petit snack pas trop cher dans le coin. Puis de fil en aiguille... on connaît une ou deux personnes, puis on connaît plusieurs personnes. Et dans sa solitude, elle allait là où elle connaissait les gens. Ma petite sœur était très dépressive. Elle sentait la solitude. Le quartier de la Gare de Mons est aujourd'hui le seul lien qui unit toutes les victimes de celui qu'on appelle toujours le dépeceur de Mons. C'est là que l'assassin aurait rencontré les 5 femmes qui seront identifiées comme victimes. C'est là que l'assassin a rencontré Carmelina Rousseau, Martine Beaune, Jacqueline Leclerc, Nathalie Godard et Begonia Valencia et les a tuées. 27 ans après la découverte de leur corps mutilés, c'est aujourd'hui encore à peu près une des seules certitudes qu'est la justice sur cette affaire. La première, l'histoire continue. On évoque donc cette affaire du dépeceur de Mons avec notamment vous, Sylvie Chevalier, journaliste ici à la RTBF. Vous êtes intéressée à cette affaire. Un mot d'abord peut-être des victimes. On l'a dit, toutes fréquentent le quartier de la Gare de Mons. On dit que c'était des filles un peu en décrochage. Alors vous avez rencontré les familles des victimes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ces 5 femmes? Elles avaient vraiment des points en commun? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut en dire, c'est qu'à l'époque, elles ont été maltraitées. Souvent, par la presse, on les a traitées de prostituées, de droguées. Certes, elles étaient en grande difficulté sociale, elles étaient toutes isolées, mais 4 des 5 victimes étaient mamans et avaient encore des liens avec leur famille. Et c'est important de le dire. Et comme vous venez de le dire, nous avons rencontré notamment Laura, qui est la fille de Nathalie Godard. Et elle nous expliquait à quel point c'était difficile pour elle, qui a perdu sa maman lorsqu'elle avait 2 ans, de lire à 15-16 ans tout ce que la presse disait. Donc c'est important aussi de remettre en avant le fait que c'était des femmes, certes en difficulté, mais des femmes qui essayaient de s'en sortir. Et justement, Nathalie, elle a eu un vécu très particulier. Il semblerait qu'elle ait été un enfant battu, insulté, comme sa fille le sera par les mêmes auteurs, les grands-parents, quelques années plus tard. Donc ce sont vraiment des femmes qui ont pour point commun cette difficulté à trouver un chemin et qui sont, avant d'être victimes du dépeceur, elles sont victimes vraiment d'une sorte de déchéance sociale. Elles appellent à l'aide et elles ont rarement de l'aide. On prendra l'exemple de Begonia Valencia qui pendant des semaines et des semaines est vraiment en décrépitude, c'est le mot, dans les rues de Mons et personne ne lui vient en aide à part une voisine qui va
souligner qu'elle n'est pas bien, qu'il faut l'aider, et là, personne n'intervient. Cette histoire, elle raconte aussi quelque part la condition de toutes ces femmes dans les années 90, dans ce quartier, qui sont un peu à la marge de la société. C'est tout à fait ça, et ce sont vraiment des femmes, une fois de plus, qui n'ont pas vraiment de porte où aller frapper, d'endroit où se réfugier. Alors elles essayent vraiment de se débrouiller. C'est vraiment le monde de la débrouillardise. On parlait de prostituées, ce n'est pas le cas. Il y a Martine Beaune, qui était une prostituée française, mais qui à l'époque des faits ne se prostituait plus. Et les autres, elles essayaient en effet parfois de trouver des abris comme elles pouvaient. On a dit, on l'a entendu dans le récit, vous le disiez Sylvie juste avant, que c'était la première fois qu'on utilisait le mot tueur en série en Belgique. On n'a pas utilisé, parce qu'il n'existait pas, le mot féminicide à propos de ces femmes-là. Est-ce que c'est aussi quelque part un féminicide de masse qui a été commis en Belgique? Et si ça arrivait maintenant, est-ce qu'on ne le regarderait pas avec ces yeux-là? Si, bien sûr que oui. C'est en effet 5 féminicides. Il faut, 5, c'est de ce que l'on sait aujourd'hui, évidemment. Il y a peut-être d'autres victimes, mais 5 féminicides, 5 femmes qui meurent parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles sont des proies faciles, et évidemment que le dépeceur les repère comme telles. Et 5 femmes, je vous l'ai dit, qui sont aussi un peu abandonnées, c'est le mot, par la société. Frédéric Laure, on n'a pas parlé dans le récit des suspects. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Il y a un suspect qui était considéré comme tel à l'époque et qui a d'ailleurs été interpellé, inculpé dans l'affaire, c'est Léopold Bogart. Qu'on appelait le gitan dans la presse à l'époque, ce qu'on ne ferait plus non plus d'ailleurs. Effectivement, qu'on appelait le gitan à l'époque, alors que il ne l'était pas. Et donc, c'est quelqu'un qui, en fait, on va s'en rendre compte assez rapidement, s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce climat particulièrement anxiogène à l'époque, la pression qui était exercée sur les autorités judiciaires, on ne l'aurait sans doute pas inculpé, ou en tout cas pas aussi rapidement. C'était quelqu'un qui était dans le quartier, et donc on disait forcément c'est quelqu'un qui devait connaître les victimes, et on est tombé sur lui. Il y avait quand même des raisons objectives, évidemment. On l'a pas privé d'un droit essentiel comme celui de la liberté uniquement sur base de supputation. C'était le petit ami de Nathalie Godard. Il était le dernier à l'avoir vue vivante. Il y avait ce qui semblait être des indices matériels chez lui, mais pour lesquels ensuite il a pu apporter une série d'explications. Et il a fini d'ailleurs par être remis en liberté et totalement blanchi. Après, évidemment, il y a d'autres suspects, il y a d'autres pistes dans le dossier, mais qui n'ont jamais été rendues publiques, à l'exception de quelques noms qui ont pu sortir dans la presse à l'époque, notamment un médecin de la région qui avait été un temps suspecté, mais lui aussi mis hors de cause. Il y a eu des enquêtes, des investigations en direction de l'étranger. On a parlé à un moment peut-être d'une parenté avec des faits similaires autour de la gare de Perpignan en France. On s'est intéressé à un individu qui vivait dans les Balkans. Donc ça a été rendu public. Mais il y a dans le dossier d'autres suspects pour lesquels il y a eu des investigations très poussées. Aujourd'hui, l'avocat d'une des victimes demande des devoirs d'enquête complémentaire, notamment concernant une personne en particulier. Est-ce qu'il y a, selon vous, et vous qui avez travaillé et écrit là-dessus, un suspect pour qui il y a de vraies raisons de penser qu'il pourrait être le dépeceur de monstres, le coupable de ces meurtres? En tout cas, il y a eu effectivement un suspect dans le dossier pour lequel il y a eu des investigations extrêmement importantes à la suite d'un profil qui était dressé par les experts du FBI, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ne pas se perdre dans le maquis des hypothèses qui circulaient à l'époque, les enquêteurs de Mons, et je pense que c'était une première en Belgique, sont allés chercher l'expertise des profilers américains du FBI au siège à Quantico en Virginie, qui était rendu populaire par Hollywood. Et ces profilers ont dressé donc un profil très précis de la personne qui pouvait être l'auteur de ces faits sordides. Et en cherchant ce profil, les enquêteurs vont finir par tomber sur un individu qui correspond
de manière saisissante à ce profil. C'est-à-dire que... Il y a un des suspects qui correspond au profil qui a été fait par les Américains. Oui, voilà. C'est-à-dire que tant dans son profil psychologique, sa manière de vivre, l'emploi qu'il occupe à l'époque, ses fréquentations, c'est un habitué du quartier de la Gare. Il y a des témoignages qui indiquent qu'on l'a vu en présence au moins de 2 des 5 victimes dans différents établissements Horeca de Mons. Et donc, tout cela va fortement intriguer les enquêteurs. Il faut savoir que cet individu va être dénoncé, en fait, aux enquêteurs parce que il est allé dire quelques mois avant la découverte des premiers corps, des premiers restes humains, que ses mains étaient couvertes de sang et qu'elles avaient tué. Et donc c'est sur base de cette dénonciation que les enquêteurs vont entreprendre leur travail, vont se rendre compte que de fait, ils cochent toutes les cases du profil dressé par les profilers. Et là, on est quand ? Là, on est très peu de temps après la découverte. On est encore dans les années 90, on est rapidement derrière les faits. Lorsqu'il va être interpellé, on est au printemps 1997, en avril, si je ne me trompe. Et donc, il va être interpellé. On va perquisitionner son domicile et ce que les enquêteurs vont découvrir est assez saisissant puisqu'ils vont découvrir chez lui d'abord un réseau de caves auquel il peut facilement avoir accès. Ils vont s'étonner parce que c'est en tout cas le grand étonnement de la police scientifique qui va se rendre compte que ces canalisations sont nickel, elles ont été nettoyées à l'aide d'un détergent extrêmement puissant. Dans son ordinateur, ils vont trouver toute une série de choses interpellantes, mais notamment des photos de tous les lieux de découverte des restes humains. Bon, et à tout cela, il va répondre qu'il est un maniaque de l'hygiène, que c'est un photographe amateur et que c'est le hasard qui l'a conduit sur ces endroits. Il habite à proximité de la première découverte, la rue Emil van der Velde à Quem, et les profilers américains avaient justement précisé que l'auteur des faits se débarrassait des corps sur ce qu'ils appellent son fumier, c'est-à-dire dans des endroits qu'ils jugent confortables parce qu'il les connaît bien. Et puis l'attitude en fait de cet individu va fortement intriguer les enquêteurs parce que lorsqu'ils le questionnent, il comprend évidemment que il est suspecté de faits particulièrement atroces et à aucun moment il ne va s'indigner. Il va parfaitement garder son calme et justement là encore les profilers avaient indiqué que ce serait quelqu'un qui serait parfaitement maître de ses émotions, froid. C'est l'attitude qu'il adopte vis-à-vis des enquêteurs et il va même au-delà puisque en fait il va les narguer, il va les challenger et il va même à un moment donné se vanter d'avoir roulé dans la farine le psychiatre qui l'a examiné. Sylvie Chevalier, avec tout ce que Frédéric Lord nous dit ici, on ne peut que se dire comment ça se fait que cette personne n'a pas été arrêtée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu jusqu'ici les preuves suffisantes ? Exactement, il faut évidemment des preuves. On ne peut pas, heureusement, mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt comme ça parce qu'il y a des éléments qui sont évidemment très étonnants, très perturbants, mais qu'on ne puisse pas prouver. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir par rapport à ce dossier, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu quand même entre 800 à 900 témoins dans ce dossier, il faut savoir aussi que les enquêteurs ont toujours dit qu'ils avaient le sentiment qu'ils avaient eu le dépeceur, et c'est peut-être les dépeceurs, parce que l'ancien chef d'enquête aime à dire qu'il ne veut pas qu'on dise mais le ou les dépeceurs. Il pense vraiment que son nom peut figurer dans cet énorme dossier. La première, l'histoire continue. On continue à évoquer le cas de dépeceur de Mons avec Sylvie Chevalier, journaliste RTBF, et Frédéric Lord, journaliste indépendant. On évoquait le profil des victimes, on évoquait l'enquête dans les premiers mois et premières années d'enquête. Sylvie Chevalier, aujourd'hui, il y a encore des enquêteurs qui travaillent sur cette affaire ou est-ce qu'elle est un petit peu abandonnée ? Alors il faut savoir qu'il y a encore des enquêteurs, il y a 2 enquêteurs, mais ils sont
plus du tout à temps plein sur ce dossier, donc ils travaillent sur ce dossier quand ils peuvent trouver le temps de travailler sur ce dossier. Ça, c'est important de le dire, mais il y a toujours du travail en cours. Et dernièrement, d'ailleurs, encore des analyses ADN, contrairement à ce que certains croient, des analyses ADN ont été effectuées. D'accord, et qui n'ont... Pour le moment, toujours rien donné. En tous les cas, c'est le secret de l'instruction et par rapport à ça, nous n'avons pas d'informations. Alors Frédéric Laure, on entend qu'il y a encore 2 enquêteurs qui sont sur cette enquête, mais pas à temps complet. Il y a eu, au début de l'affaire, une cellule qui a été mise en place, la cellule Corpus, comme on l'a appelée, pour spécifiquement enquêter sur cette affaire du dépeceur de Mons. Est-ce que ça a été suffisant? Est-ce qu'on a mis suffisamment de moyens sur cette affaire? Oui, donc cette cellule, le Corpus, elle était constituée principalement autour d'un noyau d'enquêteurs de la police judiciaire de Mons, qui étaient des enquêteurs chevronnés, et qui a reçu des renforts d'autres enquêteurs venant de la gendarmerie, puisque à l'époque la gendarmerie existe toujours, venant aussi des polices locales. Et cette cellule Corpus, elle a existé durant plusieurs années. Maintenant, le juge Pilette, à l'époque, a demandé à plusieurs reprises des renforts supplémentaires qui ne lui ont pas été donnés. Alors, est-ce qu'on a mis assez de moyens ? Bon, force est de constater que ces enquêteurs ont travaillé. Ils ont mené, quand on regarde un peu le dossier, on voit que c'est un véritable travail de bénédictin. Comme Sylvie l'a dit, 700 ou 800 témoins auditionnés. Je pense en termes de fardes de travail, comme disent les enquêteurs, on est à 1800 fardes. Donc, je pense qu'on ne peut pas raisonnablement dire affaire qui a été négligée. Que l'affaire a été négligée. Le juge Pilette est un juge qui a travaillé d'arrache-pied dans ce dossier. Maintenant, s'ils avaient pu bénéficier d'un renfort, est-ce que l'issue serait différente aujourd'hui ? C'est difficile à dire. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on est en 1997, il y a 25 ans. Les enquêteurs se retrouvent pour la première fois de leur histoire confrontés à une affaire de tueur en série. Il manque certainement de ressources pour faire face à ce type de criminalité. C'est notamment pour ça qu'ils vont chercher le renfort du FBI. La coordination entre les services de police n'est pas optimale. On est dans le climat de l'affaire Dutroux, on sait ce qu'il en est de la guerre entre la BSR et la police judiciaire. Et d'ailleurs, je peux dire que, je n'ai d'ailleurs jamais écrit nulle part, mais aujourd'hui il y a prescription, donc je pense qu'on peut le dire, c'est que la dénonciation qui a été faite du suspect dont je parlais à l'instant, donc elle a été faite par un individu qui fréquentait le même établissement Henrica que lui à Mons, et il va d'abord rapporter ces faits-là à des gendarmes de la BSR, qui ne faisaient pas partie de la cellule Corpus et qui vont garder l'information pour eux. Ils vont convoquer le suspect, ils vont le confronter à ce témoignage. Il va s'en sortir en disant que c'était à propos de personnes, c'était de la soulographie, qu'il était tard, etc. Et ils vont le laisser partir. Et ce n'est qu'ensuite qu'il sera interpellé par les gens de Corpus. Mais on peut raisonnablement penser qu'entre les deux, il a eu le temps peut-être de faire disparaître des éléments de preuve et il se savait en tout cas surveiller. Sylvie Chevalier, on dit souvent et on entend beaucoup dans le documentaire que vous avez réalisé sur cette affaire que ça a été considéré à l'époque comme une affaire locale et pas comme une affaire qui avait une ampleur nationale. Alors vous avez cité Guylaine Bonaventure, notre collègue malheureusement disparue, et c'est vraiment ce qu'elle disait souvent. Elle disait aussi que par rapport au renfort, et je suis d'accord avec Frédéric que bien sûr il y a eu un travail colossal qui a été fait, mais que par rapport au renfort, finalement, comme c'était une affaire locale, et puis j'ai envie de dire comme c'était 5 femmes, et en plus 5 femmes précarisées, je ne suis pas sûre qu'elles aient eu vraiment le même sort qu'on aurait pu réserver à d'autres personnes. Mais c'était déjà aussi ce que disaient par exemple les parents dans l'affaire Dutroux. Si ça avait été des enfants de riches, on les aurait plus recherchés, on les aurait peut-être retrouvés. Il y avait un peu aussi cette impression que ces cas-là n'étaient pas traités à leur juste valeur. Alors c'est évidemment subjectif que de le dire, mais c'est vrai que moi je partage ce sentiment très sincèrement, en tout cas sur cette affaire du dépeceur. Forme de justice de classe.
Tout à fait, une forme de justice de classe, une forme de justice où on ne veut pas entendre le juge d'instruction Pilette qui redemande des renforts, et ce n'est pas faute de s'être battu. Donc ce n'est pas du tout sa responsabilité, ni même celle des enquêteurs qui ont fait un travail de fou, mais finalement, avec les moyens du bord, comme disait Frédéric, et avec aussi toujours cette demande et ce sentiment qu'on les traitait un peu comme si c'était une enquête de seconde zone. Sylvie Chevalier, vous avez rencontré les familles des victimes aujourd'hui. Ces familles-là, est-ce qu'elles attendent encore quelque chose de la justice ? Ah oui, elles attendent encore quelque chose de la justice. Il y a Grégory qui est en fait le neveu de Jacqueline Leclerc, et lui il le dit clairement, il dit par contre qu'il est très démuni. Et c'est vrai que ce sont des gens qui sont démunis face à la justice, qui n'ont pas non plus, et ça c'est un peu comme dans l'affaire du trou au départ, qui n'ont pas non plus les bonnes références, qui contacter, quels avocats, etc. Mais ils espèrent toujours. C'est le cas aussi de Laura, qui est donc la fille de Nathalie Godard, mais elle dit à la fois qu'elle l'espère et qu'elle le redoute. Donc c'est toujours très ambigu parce qu'évidemment c'est énorme comme dossier, et pour les proches des victimes on se doute que l'horreur est encore bien plus importante que pour nous tous. Oui, peut-être sur la prescription alors, est-ce que les enquêteurs sont, comme dans le cas des tueries du Brabant par exemple, dans une course contre la montre pour essayer de terminer l'enquête, ou est-ce qu'ici il y a encore du temps? Frédéric Laure, où est-ce qu'on en est? Théoriquement, la prescription est programmée à 2027. Maintenant, il y a eu des interruptions, donc elle peut être prolongée. Par ailleurs, certains juristes pensent que la loi qui a été adoptée pour l'affaire des tueries du Brabant et qui l'a rendue imprescriptible, les arguments juridiques qui permettent cela pourraient être appliqués au cas de l'affaire du dépeceur. Bon, ça, je ne me prononce pas, c'est évidemment un argument de juriste, mais en tout état de cause, il reste quand même quelques années pendant lesquelles on pourrait faire une série d'actes d'instruction complémentaires pour faire avancer cette enquête, et en tout cas peut-être pour faire ce que les enquêteurs, dans leur jargon, appellent fermer des portes. Notamment concernant ce suspect dont je parle. Il y en a un autre aussi qui est toujours en vie. L'un des deux est en principe toujours en vie. Voilà, à l'époque, de fait, il n'y avait pas eu d'éléments matériels permettant de l'arrêter, ce que les Américains appellent le smoking gun. Sinon, évidemment, il serait derrière les barreaux. Avant de terminer cette émission, à tous les deux, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous avez le sentiment que cette histoire pourrait être résolue dans les années qui viennent, qu'il y a au sein de l'enquête et dans les dossiers la possibilité de trouver qui est le dépeceur de Mons? Frédéric Laure. Oui, la possibilité, elle existe toujours, notamment parce que la police scientifique a fait des progrès énormes et que l'ADN qui n'a pas parlé à l'époque pourrait peut-être encore parler aujourd'hui. Peut-être qu'un témoin qui se tait avec l'arrivée de la prescription pourrait se manifester à un moment donné. Mais je suis assez pessimiste parce qu'effectivement, les moyens d'enquête aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire, sont assez dérisoires. On a parlé de 2 enquêteurs, mais d'après mes informations, c'est plutôt d'un seul enquêteur dont il faut parler, qui se rapproche de l'âge de la retraite. Et donc, la balle est dans le camp des autorités judiciaires à Mons. Moi, j'ai interrogé récemment le parquet sur sa volonté de donner davantage de moyens à cette enquête, justement pour aller au bout de nouveaux devoirs d'instruction. Ils ne me répondent pas à l'heure qu'il est, ce qui, à mon sens, manifeste un certain embarras. Sylvie Chevalier. Il est clair que chaque fois qu'on reparle du dossier, et votre émission sera certainement dans le cas, il y a des témoignages neufs qui arrivent quand même, il y a des documents. Après notre film sur la mécanique du crime, moi j'ai reçu des documents qui sont très interpellants, documents que la justice a en main. Et moi aussi j'ai contacté les autorités et on m'assure qu'on travaille aussi sur cette piste-là. Eh bien voilà, on va leur faire confiance et espérer en effet qu'une fois de plus, cette affaire ne sera pas considérée comme une affaire de seconde zone. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sylvie Chevalier, je rappelle votre documentaire La mécanique du crime, 5 femmes jetées en pâture. Et puis Frédéric Laure, vous avez aussi récemment ressorti un grand article sur ce suspect notamment et sur l'affaire, ce qu'on en sait aujourd'hui. C'était publié dans Paris Match. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci.